Je vais vous parler de numérique, donc je vais déjà me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Anne Boyer, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine où je dirige une équipe de recherche qui s'appelle KIWI, Knowledge, Information and Web Intelligence, qui est une équipe d'intelligence artificielle au sein du laboratoire Lauria, qui est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses apprentissages. Je ne résiste pas, je l'ai rajouté tout de suite, là, mais j'ai entendu parler beaucoup de ressources éducatives libres. C'est une problématique que nous partageons aussi dans le supérieur. Et donc, il existe des universités numériques thématiques et il en existe en sciences de l'ingénieur et technologie. Je suis présidente de l'une d'entre elles, UNIT, dans ce secteur-là. Et l'open, sous toutes ses formes, l'open education et les ressources éducatives libres est une problématique tout à fait importante et qui a été quelque part à la base des travaux que je vais vous présenter. Alors, vous allez le voir, j'ai essayé d'être le plus illustratif possible et vous allez aussi le constater, je suis régulièrement un peu caricaturale, mais c'est pour mettre l'accent sur les points qui me paraissent les plus importants. Le premier point, c'est pour vous dire que nous tous, chacun dans notre vie quotidienne, nous pouvons constater que le numérique est présent et il est présent partout. Et vous l'avez dit, Madame la rectrice, nous vivons une époque formidable avec un numérique très fortement présent. Et vous êtes habitués à voir partout, bien sur des sites de e-commerce, mais sur des sites autres, un certain nombre d'informations sur le comportement d'internautes qui ont eu avec vous un certain nombre d'actions communes. En particulier, eh bien, vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettent de savoir qu'il y a des gens qui ont acheté ce que vous avez acheté vous-même, etc. Il y a sur des sites aussi un certain nombre de recommandations, ces conseils que l'on vous donne à partir de ce que vous avez fait précédemment et qui vous disent, eh bien, si vous êtes par exemple sur un site de cinéma, si vous avez aimé tel et tel film, eh bien, allez, courez vite voir celui-là, vous allez l'adorer. Et ces sites sont maintenant de plus en plus perfectionnés parce qu'ils sont même capables de vous dire, si vous allez aujourd'hui en famille avec vos enfants, c'est ce film-là qu'il faut aller voir. Si vous allez avec tel groupe d'amis, c'est celui-là, etc. Donc passez aussi de l'individuel au collectif. Eh bien, l'idée qui sous-tend ce que je vais vous présenter, en passant par le domaine du sport, eh bien, c'est de se dire, puisqu'on est partout, avec des traces, et on les a évoquées précédemment, puisqu'on a un grand nombre d'outils dans tous les domaines qui nous permettent d'avoir des retours d'informations, des synthèses et des visualisations de toutes ces traces, pourquoi ne pourrions-nous pas en profiter aussi dans le domaine de l'éducation ? Alors je vais vous proposer ce que j'ai intitulé une promenade en Learning Analytics. Alors j'ai entendu parler de ping-pong, j'ai aussi entendu parler de badminton, je suis désolée, moi je vais vous parler de course à pied. Chacun a son domaine, vous voyez je suis une grande sportive, donc je vais vous parler d'une expérience très forte pour vous présenter eh bien, le domaine dans lequel je veux essayer de vous emmener au cours de cette promenade. Et puis je reviendrai sur numérique et éducation. Et nous parlerons des traces numériques. Qu'est-ce qu'on appelle traces? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces Learning Analytics ou analyse des données de l'apprentissage dont on parle très régulièrement et qui commence à envahir peu à peu le secteur de l'éducation. Et puis je ferai un point sur un projet particulier qui est le projet IFRAN Métal. Métal bien sûr parce que nous sommes en Lorraine et que je viens du métier d'ingénieur et dans le domaine de la sidérurgie en particulier, mais surtout parce que c'est méthodes et traces au service de l'apprentissage des langues et que ça décrit un partenariat, une collaboration très forte que nous avons avec le rectorat de l'Académie Nancy-Metz et en particulier la DAN, ici avec les collaborateurs qu'on a là, mais aussi avec des collèges, des parents, des enseignants, des élèves qui participent activement avec nous à la conception d'un outil autour des Learning Analytics. Alors je vous l'ai dit, nous allons commencer par parler sport. Je vais vous parler sport pour essayer de vous présenter un petit peu l'objectif de ce qu'on est en train de chercher à faire. L'école construit des programmes d'apprentissage. Je vous l'ai dit, je vais être volontairement caricaturale, mais ces programmes d'apprentissage, on peut les imaginer comme des couloirs bien tracés, avec un point d'entrée qui est celui où on entre dans le système éducatif et un objectif plus ou moins lointain qui est celui de notre sortie vers un monde universitaire éventuellement ou le monde professionnel. Et ces couloirs sont relativement bien tracés, bien clairs, bien définis, et ils sont prévus pour des élèves qui, eux, sont prêts, et ils sont prêts, bien alignés, bien équipés, bien dans les starting blocks, prêts à prendre le départ pour travailler efficacement. Bien sûr, nous sommes tous conscients
et le système éducatif en particulier, que pour certains, ce couloir relève plus d'une course d'obstacles, avec des difficultés, on les connaît, parfois beaucoup plus importantes. Certains vont décrocher, mais quand même, heureusement, d'autres vont réussir. Mais la réalité est encore beaucoup plus complexe que ça. Lorsque on voit le départ du système, eh bien, on a des gens qui sont effectivement bien préparés, bien prêts à partir, mais il y en a d'autres qui sont bien prêts à partir, comme ceux qui sont ici en costume, mais ils ne sont pas bien équipés. Ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas les bons concepts, ils n'ont pas la bonne préparation, le bon environnement qui va leur permettre de réussir. D'autres sont là, prêts à participer, comme CBP, mais qui ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux et qui, ne comprenant pas bien ce qui est attendu d'eux, eh bien, se trouvent face à des difficultés. Et puis il y a ceux qui, dès le départ, ou rapidement, eh bien, laissent tomber et ne sont pas vraiment prêts à prendre le départ. Alors bien sûr, chaque élève va construire son propre chemin d'apprentissage. Et tous les chemins sont bons, qu'ils passent par les dunes de sable, qu'ils restent sur les couloirs bien tracés, qu'ils empruntent d'autres chemins et qu'ils fassent éventuellement quelques pauses pour se reprendre des forces et récupérer. Ces trajets vont être faits seuls ou avec le soutien des pairs, comme on a entendu déjà plusieurs fois dans la table ronde précédente. Et la question qui vient à ce moment-là, eh bien c'est, comme on l'a vu, le numérique ayant envahi tous les secteurs et servant à beaucoup d'autres choses, eh bien peut-on également exploiter toutes ces traces numériques qui sont collectées sur les élèves pour aider. Alors les traces numériques, elles peuvent être multiples. Je vais revenir au sport. On peut avoir des informations qui relèvent du temps de travail. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai tel emploi du temps ou tel autre, qui vont mesurer mon nombre d'heures de sommeil, de récupération, etc., d'entraînement, qui vont être beaucoup plus précises, capter des signaux qui sont dits biologiques ou capter des émotions. Où on peut avoir toutes sortes d'autres informations qu'on trouve en général présentes sur tous nos outils. Et toutes ces traces-là peuvent-elles aider les élèves en leur fournissant à chacun l'équipement qui correspond à ses besoins spécifiques. Par exemple, lui donner le moyen de s'entraîner, lui donner le moyen d'avoir des meilleures chaussures, lui donner le moyen de beaucoup d'autres choses. Peut-on aussi le doter d'outils qui vont lui permettre d'estimer où il en est par rapport au comportement qu'il devrait avoir, par rapport aux erreurs qu'il a pu commettre, mais aussi par rapport aux tous les succès qu'il a pu rencontrer et tous ces facteurs, toutes ces chances de réussite qu'il faut mettre en avant. Et puis, bien entendu, faut-il lui fournir un certain nombre d'informations complémentaires, modèles prédictifs, mais aussi des ressources additionnelles, comme les ressources éducatives libres, qu'on va lui donner de manière personnalisée et qui vont lui permettre de mieux réussir son chemin d'apprentissage. Mais toutes ces traces collectées, est-ce qu'elles peuvent aussi aider les enseignants qui sont là pour préparer les étudiants, on le voit, de manière à leur permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer au niveau d'un élève ou au niveau d'un groupe d'élèves, de leur donner éventuellement des recommandations, des suggestions ce sont des outils d'aide à la décision, avec des explications pour leur permettre de décider s'ils vont les exploiter ou non, et puis les doter aussi d'outils qui vont leur permettre d'accompagner leurs élèves. Et puis, dernier temps, toutes ces traces collectées, est-ce qu'elles vont permettre à l'institution de se réorganiser, de se renouveler, en n'ayant plus ces couloirs aussi bien tracés, à les avoir un peu plus vallonnés, un peu plus tourmentés, et voire beaucoup plus individualisés. Eh bien, toutes ces questions sont celles auxquelles, avec les Learning Analytics, on envisage d'essayer de répondre en se projetant de la même façon dans le domaine de l'éducation. Alors, je vais faire un petit retour maintenant autour du numérique et de l'éducation. Ça a été dit, le numérique est présent à peu près partout. Les enseignants sont encouragés à utiliser les nouvelles technologies, les élèves aussi, bien sûr, et on va avoir tout un écosystème numérique qui se développe autour de l'enseignant. En particulier, la généralisation de l'usage du numérique se matérialise par des dispositifs d'accès de plus en plus présents. J'ai entendu parler encore aujourd'hui des tablettes, des ordinateurs, mais sur de l'accès Wi-Fi qui permet de se connecter et d'accéder à l'information. Des environnements d'apprentissage, les espaces numériques de travail, je mets notamment en place, mais aussi les services numériques qui sont maintenant mis à disposition,
des cahiers de texte électroniques, des relevés de notes, des bulletins en ligne, j'ai entendu le livret scolaire numérique et beaucoup d'autres choses. Et puis bien sûr, des contenus pédagogiques en ligne, des manuels, des contenus éventuellement libres, comme les ressources éducatives libres. Alors, si l'on reprend mon schéma précédent, eh bien, des études de recherche montrent eh bien, que toutes ces technologies, quelque part, affaiblissent la boucle de retour entre l'enseignant et l'apprenant. Elles l'affaiblissent pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'un certain nombre de choses se passent de l'autre côté d'une plateforme et on n'en voit que le résultat. Et puis la deuxième chose, c'est que si nous sommes habitués en tant qu'enseignants à capter un certain nombre d'indices dans une salle, eh bien nous ne sommes pas formés et nous ne sommes pas habitués à les percevoir de la même manière lorsqu'ils passent par l'intermédiaire des outils numériques. En particulier, un exemple, alors qui n'est pas d'ici, vous pouvez voir ici deux représentations dans une classe. À gauche, dans des temps relativement plus anciens, et à droite, dans un amphithéâtre universitaire, mais dans un pays lointain. Alors, ces indices que nous sommes amenés à percevoir, c'est ces indices. Excusez-moi, ce sont ces indices sur l'engagement notamment et la motivation qui vont nous permettre en particulier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de constater qu'il y a un invariant manifeste entre ces deux éléments. Eh bien, c'est que sur l'image de gauche comme sur la photo de droite, il y a un étudiant, un élève qui est profondément endormi. Quand je suis face à face avec vous, je suis capable, moi, dans mon amphithéâtre, de voir, même si j'ai 500 étudiants en face de moi, quand il y en a qui s'endorment. Quand le niveau sonore monte, je suis capable de percevoir qu'il se passe quelque chose. Quand je les vois tous la tête baissée en train de regarder leur écran alors que je suis en train d'expliquer un concept au tableau, je peux me dire qu'il y a quelque chose de pas naturel qui se passe. Alors bien sûr, je peux avoir beaucoup d'explications par rapport à ça. Un étudiant qui dort dans mon amphi un vendredi matin à 8h, c'est tout simplement parce que, eh bien, comme tous les étudiants, il est allé faire la tournée des bars le jeudi soir et il arrive directement. Mais ça peut être aussi autre chose. Et savoir ce qui ne s'est pas passé, c'est important. Mais quand mon étudiant, il n'est plus mon élève, il n'est plus en face de moi, comment est-ce que je peux voir qu'il est en train de lâcher, de décrocher, qu'il n'est plus capable de suivre ce que je suis en train de dire parce que soit c'est trop compliqué, parce que c'est peut-être pas la forme d'apprentissage qui lui convient, parce que peut-être c'est pas ce qu'il cherche à faire, ou tout simplement il ne comprend pas pourquoi il doit le faire. Donc c'est ce point-là sur lequel nous nous sommes penchés par l'intermédiaire des traces numériques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors des traces numériques, là cette fois-ci on va courir sur le sable, eh bien c'est l'idée d'avoir un usage toujours plus important des outils numériques fait que nous laissons des traces, et nous laissons des traces naturellement, sans faire quoi que ce soit, tout simplement parce que déjà, quand nous accédons à un service, quand nous accédons à un serveur, quand nous allons quelque part, eh bien, nous sommes automatiquement logués. Nous avons des traces qui sont déposées, c'est obligatoire, et d'ailleurs c'est très bien parce que ça permet aussi de travailler sur la qualité de ces services et de l'augmenter. Puis il y a aussi toutes ces traces que nous laissons volontairement parce que nous écrivons, parce que nous annotons, parce que nous commentons, parce que nous évaluons avec des étoiles, etc. Parce que nous fournissons de l'information et des traces qui sont laissées là partout. J'ai entendu en plus les grands bonheurs que vous collectiez des traces au niveau national et international, donc vous imaginez la quantité des traces qui est maintenant disponible. Et cette collection sans précédent des données sur l'apprentissage, eh bien c'est à cette collection que nous allons nous intéresser. Alors quand je parle de traces, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en voir, peut-être, en tout cas vous en produisez quotidiennement, eh bien quand on parle de traces, on parle de tout ce qui peut être capté numériquement. Que ça soit, comme vous le voyez en haut avec un 192 points, etc., des traces qui sont ce qu'on appelle des logs, et qui permettent eh bien, de savoir que la personne dans un tel numéro IP a accédé à tel service, avec telle action, à tel moment, etc. Mais nous avons aussi tout ce que nous écrivons dans les blogs, toutes les informations que nous avons, c'est un peu flouté, je suis ici en haut, au milieu, là, c'est volontairement flouté parce que ce sont des informations réelles tirées du système d'information de nos étudiants à l'université, où on a une quantité d'informations énorme. Et puis, je l'ai entendu tout à l'heure dans un certain nombre de témoignages, vous-même dans vos outils, dans les services que vous utilisez, dans les méthodes que vous mettez en œuvre, eh bien vous générez des traces, les élèves qui regardent et observent les autres, qui les évaluent, qui commentent leur activité, etc. C'est une source de traces absolument colossale.
Puis bien sûr, on trouve bien tous les likes, dislikes, votes, etc. qu'on peut avoir, les blogs, les wikis. Alors quand on parle de traces, eh bien, ces données, elles sont disponibles. Elles sont en général collectées à partir des actions des élèves, mais elles sont aussi extraites des applications académiques. Par exemple, on a le profil, on a le parcours éducatif de l'élève, on a des notes quand il y a des services de documentation, etc. On a toutes les présences qu'il y a eu, tous les documents qui ont été pris, toutes les questions éventuellement, etc., etc. Mais ces données, elles ont une première caractéristique. Et cette première caractéristique, eh bien, c'est d'être complexes. Et quand je dis que ce sont des données complexes, c'est vraiment des données qui sont tellement différentes par leur nature, par leur qualité, par ce qu'elles représentent, par leur temporalité, etc., que, en fait, merci, j'entendais en plus un écho terrible, donc, qui sont de temporalités différentes, de qualités différentes, et bien que les traiter, les mettre en correspondance, ça va être quelque chose d'excessivement complexe également. En particulier, les données sont d'origine variée. Dire qu'elles sont d'origine variée quand elles viennent du système d'information étudiant, eh bien ça veut dire qu'elles sont passées par des jurys, par une validation. C'est donc que la donnée qui est présente là, a priori, on peut lui faire confiance, c'est une donnée de qualité. Quand on va tracer un certain nombre d'actions sur des services, typiquement un élève qui va ouvrir une ressource éducative libre, qui ouvre une page, qui passe un certain temps, c'est une information qu'on a, ce temps qui est passé. Puis il va recliquer un quart d'heure après. On ne sait pas si pendant le quart d'heure où il a été sur cette page, il a lu effectivement la page, il a travaillé dessus, et peut-être il a rencontré des difficultés, ou il était au téléphone avec un copain, ou il regardait une vidéo, ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, on va avoir certes des informations qui peuvent être très précises, mais qui vont être d'une qualité nettement inférieure. Et puis on a des données de temporalité différentes. Quand j'ai parlé du système d'information étudiant, en général, il est rempli à chaque jury ou à chaque conseil de classe. Ça veut dire à des moments très précis. Par contre, quand on trace les actions sur une plateforme de type Moodle, enfin LMS ou quoi que ce soit d'autre de ce type-là, eh bien là, c'est un flux continu qui nous arrive. Et puis, caractéristique aussi d'extrême importance, eh bien on va avoir des données massives. Vous imaginez, si on passe notre temps à récupérer des traces, des données, des informations qui viennent de toutes les applications, de tout ce qui est fait, on a une quantité colossale d'informations et on parle de big data. Mais à partir du moment où on va s'intéresser à un élève dans une classe avec une application, eh bien là on va avoir très très peu de données. On va avoir ce qu'on appelle des données parcimonieuses et du coup eh bien, un manque d'informations et on a ce paradoxe d'avoir à traiter d'énormes réservoirs de données d'un côté et d'avoir très peu d'informations sur un élève en particulier. Alors quand je parle des traces, en plus sur un élève, tout à l'heure je vous avais mis des traces dans le sable bien alignées, ce qu'on a ça ressemble plutôt à ça. On est déjà avec beaucoup de difficultés à identifier la source de la donnée. En plus, eh bien, ces données s'entremêlent, s'enchevêtrent, etc. Et comment récupérer les données sur un apprenant qui vont permettre de répondre aux questions. Et bien sûr, tout ce qu'on va faire avec ça, ça n'est pas de normaliser ou de standardiser des comportements, c'est-à-dire qu'on va autoriser à avoir des traces de pas, mais aussi des traces de main, mais aussi des traces de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va permettre à chaque apprenant de suivre son propre chemin d'apprentissage, sa propre façon d'apprendre, et qu'on va lui fournir le même service avec la même qualité. Pour prendre une image, vous connaissez bien sûr les moteurs de recherche que vous utilisez quotidiennement sur Internet. Eh bien, un moteur de recherche, il repose sur la moyenne, le plus grand nombre. À partir du moment où le plus grand nombre de personnes est satisfait, on arrive à cliquer dans les 3 ou 4 premiers sites, eh bien c'est parfait. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que chacun trouve dans les 3 ou 4 premiers sites qui lui sont fournis exactement ce qui correspond à son besoin à lui, son parcours initial et ce qu'il attend du système éducatif comme objectif. Donc c'est une volonté de servir tout le monde, mais avec la même qualité, en laissant à chacun être ce qu'il souhaite. Eh bien, ça nous amène donc à définir ça, ce qu'on appelle les Learning Analytics. C'est la définition la plus communément répandue. C'est la collecte des traces laissées par les élèves et leur exploitation pour améliorer l'apprentissage. Et à partir de toutes ces données qui sont présentes et disponibles, eh bien, il y a 3 questions qui se trouvent posées. La première, c'est qu'avec ces données, peut-on aider les apprenants à mieux apprendre ?
Est-ce qu'on peut aider les enseignants à adapter leur enseignement et les établissements à mieux organiser la formation? Un des premiers objectifs qu'on peut avoir tout de suite, eh bien, c'est de se dire que toutes ces données, certes elles sont là, elles nous disent beaucoup, mais elles nous le disent sans qu'on soit capable de le lire. Donc comment peut-on traiter, synthétiser, visualiser des données sous une forme lisible, de manière à permettre, eh bien, pour un enseignant d'avoir tout de suite une idée de ce qu'il se passe, d'avoir le point de vue qu'il souhaite sur un apprenant, un groupe d'apprenants, à un instant donné ou au cours du temps, et avoir ainsi la possibilité d'avoir une prise de décision éclairée par des indices qui ont pu être collectés. Bien sûr, ce sont des outils au service de l'apprentissage, ils ne se substituent pas à l'enseignant en aucun moment, mais simplement ils lui fournissent des moyens de mieux prendre une décision en ayant davantage d'informations. Et puis, peut-on apporter aux élèves des moyens d'évaluer leur activité et leur performance? C'est le point qui était mentionné tout à l'heure par Madame la rectrice, c'est-à-dire le problème de la question de la responsabilisation de l'apprenant. Comment peut-on le rendre conscient de ce qu'il fait? Comment peut-on le rendre plus responsable de ce qu'il fait? Et puis, ça a déjà été beaucoup abordé, mais il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont menées de manière à déduire comment travailler sur l'engagement et la motivation de l'apprenant. Alors je vais rentrer un peu dans les Learning Analytics maintenant en vous proposant ici le schéma traditionnel qui a été publié en 2016 par un institut américain Gartner à propos eh bien, des analytics d'une manière générale, pas uniquement les Learning Analytics, mais beaucoup plus globalement ce qui est fait à ce niveau-là. Et quand on regarde ce que l'on peut faire avec les traces, en fait, il y a 4 grandes catégories de traces, quatre grandes catégories d'actions qui peuvent être menées. La première, à partir des traces, on part toujours des mêmes traces et on va se poser 4 questions différentes. La première des questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'en suis? C'est ce qu'on appelle les analyses descriptives, ce qui permet par exemple à un élève de se situer par rapport à ses pairs, de se situer en termes d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, etc., ou de comportement, de méthodologie d'apprentissage, etc. Donc c'est analyse de qu'est-ce qu'il s'est passé, où j'en suis. La deuxième catégorie, qui sont les analytics de diagnostic, répondent à une autre question. Si je suis à ce point-là, qui a été évalué dans la partie précédente, qui a été estimé dans la partie précédente, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette situation? En particulier, par exemple, si je suis à ce niveau-là dans mon apprentissage, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas un travail régulier? Est-ce que parce que ceci ou parce que cela? Est-ce que parce qu'il y a un point que je n'ai pas compris? Comment peut-on trouver les facteurs qui expliquent une situation donnée? C'est déjà un petit peu plus intéressant parce que savoir où on en est et permettre un retour, c'est important, mais savoir expliquer pourquoi on fait cette évaluation, qu'est-ce qui peut expliquer ce résultat, eh bien c'est un deuxième point qui est particulièrement intéressant. Mais les analytics s'intéressent non seulement à l'état présent et à l'expliquer avec les données du passé, mais aussi à essayer de prédire ce qu'il va arriver dans un avenir très proche. En particulier, troisième catégorie d'analytics, c'est qu'est-ce qu'il va se produire. Si tout continue de la même façon, eh bien comment je peux estimer que je serai dans l'état suivant à court terme? Par exemple, je suis en train je vais parler du modèle universitaire que je connais mieux. Vous avez des élèves qui suivent un cours et qui interagissent via une plateforme avec un certain nombre de ressources, d'exercices, d'activités qui sont mises à leur disposition. Donc il y a un certain nombre de traces qui sont générées. Eh bien la question qui peut se poser à un moment donné, c'est si moi, étudiante, je continue à travailler de la même façon, à interagir de la même façon, quelles sont mes perspectives en termes de réussite à l'examen? Est-ce qu'a priori, mon travail est satisfaisant et va aboutir à une évaluation positive au moment de l'examen? Ou est-ce que je suis ce qu'on appelle un étudiant à risque, c'est-à-dire un étudiant en risque de décrochage, ou en risque d'échec, ou en risque de beaucoup d'autres choses? Donc ce futur très proche, eh bien, c'est intéressant de pouvoir l'évoquer auprès des apprenants ou des enseignants, mais il y a encore un point plus important, c'est de dire, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas être un tout petit peu plus acteur et avoir ce qu'on appelle les analytics prescriptives. Les analytics
prescriptive, c'est de dire si j'ai un objectif qui est fixé, eh bien, quelles sont les actions que je dois mener de manière à aboutir à cet objectif. C'est très important de savoir qu'on risque de décrochage, mais c'est encore beaucoup plus intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire risque d'échec, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Donc c'est tout ce qui est dans la recommandation, la préconisation, c'est-à-dire d'actions qui vont permettre de sortir de ça. Donc si on regarde, il y a 3 grandes catégories d'outils qui sortent des Learning Analytics. Il y a ce qu'on appelle les prédicateurs et les indicateurs. Prédicateurs d'abandon, par exemple, prédicateurs de risque d'échec, etc., etc. Des outils de visualisation qui permettent d'avoir cette vision synthétique des données, des indicateurs et des prédicteurs de manière à éclairer une décision. Et puis, 3e catégorie, ceux qui sont prescriptifs, c'est-à-dire qui touchent autour de l'intervention. Alors, bien entendu, tout ça repose sur l'analyse des traces. Analyse des traces, et bien quelque part, les traces, ce sont des données, dont certaines peuvent être des données personnelles, et comme vous le savez, il y a un regard très important qui est accordé à toutes les questions éthiques, déontologiques, autour de ces questions-là, notamment dans le cadre de la mise en place du RGPD en mai prochain, qui va imposer beaucoup de choses, notamment aux institutions. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est puisqu'on part d'une analyse des traces, est-ce que les étudiants, parce que là c'est un des majeurs qui ont été interrogés, sont prêts à partager leurs traces, à les mettre à disposition des institutions pour qu'elles puissent travailler sur ces traces et les analyser? Parce que mettre en place ce type d'outil, ça nécessite d'avoir des traces. La deuxième question qu'on pourra se poser ensuite, c'est quand ces outils ont été développés, que des expérimentations sont menées, est-ce que ça a eu un impact sur l'apprenant? Est-ce que ça a changé quelque chose et quel a été éventuellement le retour des enseignants quand ce retour était disponible? Et puis troisièmement, si tout ça est favorable, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première question, c'est une enquête qui a été menée tout récemment au Royaume-Uni, que vous pouvez trouver en ligne, où ils ont interrogé des élèves qui étaient entre la transition, on va dire pour nous, du lycée vers l'université. Et ils leur ont posé la question en leur disant, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données, comme les données bibliothèques, les données sur le LSMS, etc., toutes ces données-là, pour essayer de vous fournir des outils de Learning Analytics qui vont vous aider dans votre apprentissage. 71% des étudiants spontanément ont répondu oui. Ils ont répondu oui tout à fait spontanément. De toute façon, eux, pour une partie d'entre eux, parce que le questionnaire était assez complet, ils pensaient que déjà, il y avait un certain nombre de choses qui allaient être fournies de ce type-là et qui exploitaient leurs données. Donc, il n'y a eu que 12% d'entre eux qui disaient qu'ils ne voulaient absolument pas. Et à la question de savoir pourquoi, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient déjà voir ce qui était fait à partir de ces données et qu'éventuellement après, une fois qu'ils auraient compris, ils reviendraient sur cette partie. Donc, a priori, même si ça n'est pas transposable, un accord de principe des étudiants à ce qu'on exploite leurs données pour ce genre de travail. La deuxième chose, c'est de se dire, à partir de ça, qu'est-ce que ça va donner, quelle est l'importance que ça peut avoir. En particulier, déjà, une partie des activités et des travaux qui sont menés sur les Learning Analytics se situent autour de l'usage de la plateforme LMS, des échanges et des interactions qu'il y a au travers des activités, des quiz, etc., etc. Donc la première question qui a été, avant toute évaluation ultérieure, a été de se poser la question, est-ce que l'usage du numérique, déjà, favorise l'apprentissage? Alors c'est un vaste sujet, et c'est certainement pas moi aujourd'hui qui vais répondre à cette question-là, mais je vais simplement vous donner un résultat d'évaluation qui a été fait, qui montre que le LMS, c'est-à-dire l'usage de la plateforme pédagogique, est un prédicteur fort de la réussite étudiante. Alors c'est un travail qui a été mené, une analyse qui a été menée au travers d'un certain nombre de pays, puisqu'il y a 250 établissements présents à travers le monde qui ont participé à cette évaluation, et on peut voir que c'est l'usage de la plateforme, le fait d'utiliser une plateforme numérique est un prédicteur de succès. Alors on peut imaginer que bien sûr déjà c'est parce qu'on participe aux activités, mais même lorsqu'il s'agit d'un enseignement présentiel et que la plateforme n'est qu'un accompagnement à côté, ça donne des résultats intéressants. Alors, quels résultats? Je vous l'ai dit, on a maintenant des données,
on veut se poser la deuxième question qui est de savoir, mettre en place des learning analytics, est-ce que ça aide, ça modifie le comportement des apprenants, est-ce que ça le modifie positivement? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que tout ce qu'on peut faire là, eh bien, c'est comme n'avoir rien fait, ça n'a aucun effet sur l'apprentissage? Alors je vais prendre une étude qui est pas tout à fait récente, qui a quelques années maintenant, mais qui a l'avantage d'avoir justement ces quelques années de recul et d'avoir permis d'étudier différentes cohortes d'élèves au cours du temps et de voir ce que donnaient les outils de Learning Analytics et leur impact sur des étudiants différents au cours de la même première année ou sur les étudiants au cours de leur apprentissage quand ils sont montés dans les années supérieures. C'est-à-dire, est-ce que c'était un effet, s'il existait, immédiat, et puis simplement pour le cours, ou est-ce que, par rapport à ça, c'était quelque chose qui avait un impact dans le temps? Alors, ce travail a été mené dans une université américaine, Purdue University, qui a construit un modèle prédictif basé sur l'idée suivante. Quand un étudiant arrive à l'université, sa grande angoisse, c'est de savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il répond aux attentes, est-ce qu'il va dans la bonne voie, et en général, il faut qu'il attende les évaluations de fin de premier semestre pour avoir un premier retour. Donc l'idée était la suivante, comment peut-on alerter au plus tôt un élève du risque d'échec avant que cet échec ne se produise et tant qu'il peut encore réagir, c'est-à-dire avoir un certain nombre d'actions qui vont permettre de modifier le futur. Donc ils ont défini un système qui avait pour principe d'être lancé par l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant de la matière qui, à un moment donné, décidait de lancer l'outil de manière à envoyer un mail automatiquement aux apprenants, avec copie bien sûr au tuteur, avec une information qui était la suivante. Est-ce que cet étudiant avait un fort risque d'échec dans le cours? Est-ce qu'il avait un risque d'échec modéré dans le cours? Ou au contraire, a priori, ça allait bien. Donc pour rendre ça de manière à peu près compréhensible, très intuitivement, ils ont matérialisé sous la forme d'un feu. Donc vous receviez un feu rouge, un feu orange ou un feu vert. Et ils ont suivi un certain nombre d'étudiants au travers de plusieurs années et ils ont regardé quels étaient l'impact de cet outil-là. Cet outil pouvait être lancé jusqu'à 3 fois par l'enseignant dans le cours, ce qui était en général ce qui était fait. À un moment, quand il y avait déjà suffisamment de données pour avoir des résultats significatifs, et puis 2 autres fois pour que l'étudiant puisse voir comment évaluer son propre feu pour lui-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que les étudiants ont trouvé la métaphore très intuitive, c'est-à-dire que dès qu'ils la voyaient, ils savaient exactement ce que ça voulait dire, il n'y avait pas de problème d'interprétation. Mais la deuxième chose, c'est que quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un peu, voilà, en haut sur les barres qui sont affichées, c'est que les étudiants qui disposaient de ce système-là ont globalement eu de meilleurs résultats en fin de semestre, sachant qu'il y avait un test entre 2 parties, une population qui avait l'outil, une population qui ne l'avait pas, pour voir quelles étaient les performances. Un deuxième résultat qui était assez intéressant, c'est que ça a été mené au cours du temps, donc ils ont regardé dans les modules du second semestre ce que ça donnait, et ils ont vu que le fait d'avoir dans certains cours au premier semestre cet outil améliorait globalement les performances de l'apprenant dans les différentes matières du premier semestre, mais aussi du deuxième semestre, même quand il n'y avait pas l'outil, et que ça perdurait au cours du temps. Donc l'impact était plus un impact sur la méthodologie d'apprentissage que sur autre chose. Mais il y avait un certain nombre de retours, et des retours du type suivant. Les étudiants disaient, mais j'ai entendu parler d'évaluation bienveillante. Recevoir un feu rouge, c'est tout sauf bienveillant. C'est même traumatisant. Donc, ils disaient, très bien, on se rend compte qu'on a des difficultés, on reçoit ce feu rouge, on est conforté dans l'idée qu'on a des difficultés. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors bien sûr, il y avait un système de tutorat qui existait, qui était mis en place. Donc vous pouviez aller voir votre tuteur et voir avec lui comment réagir. Mais le tuteur qui se trouvait avec un tableau de bord donc sur le comportement de l'apprenant derrière et qui arrivait au fameux feu qu'il avait également possibilité de voir, disait « mais moi je n'ai pas été formé à utiliser ça ».
C'est-à-dire que quand l'élève vient me voir et qu'il me demande, eh bien, je ne sais pas lui répondre. Je ne sais pas parce que c'est un nouvel outil qui est mis entre mes mains et que ça nécessite, eh bien, une prise en main, un apprentissage, etc. Et puis, une troisième remarque, et qui venait des deux parties, des élèves comme des enseignants, eh bien, c'est que se voir un feu rouge, c'est bien, mais savoir pourquoi on a un feu rouge, c'est important. Et c'est ce qu'on appelle la transparence des algorithmes. La transparence des algorithmes, c'est leur capacité à vous dire pourquoi ils obtiennent un résultat, de manière à ce que vous puissiez expliquer et exploiter ce résultat de manière la plus éclairée possible. Vous avez entendu, je n'en doute pas, parler de transparence algorithmique avec Aprilie Postback, qui a été un très bon exemple de ce manque de transparence qui a fait beaucoup parler dans le monde éducatif, mais aussi beaucoup en dehors. Donc ici, eh bien, une des plaintes qui remontait, c'était justement ce manque de transparence algorithmique. D'accord, le système me donne un feu rouge, mais pourquoi ? Alors ça, c'était vrai pour les étudiants qui avaient un feu rouge, mais c'était aussi vrai pour les étudiants qui avaient un feu vert. Ils disaient, d'accord, j'ai un feu vert, donc ça veut dire que c'est bien, mais qu'est-ce qui est bien dans ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois garder ? Qu'est-ce qui fait que mon évaluation est positive ? Donc un certain nombre de résultats de ce type-là, qui montraient qu'il y avait un impact, que cet impact n'était pas que purement ponctuel, et un certain nombre de leçons qui sont restées. En particulier, rendre les élèves simplement conscients qu'ils sont à risque est souvent suffisant. Tous les outils très sophistiqués qui ont été mis en place derrière et qui disaient de manière avec des affichages beaucoup plus complexes, avec des choses beaucoup plus sophistiquées, bien, ne donnaient pas de meilleurs résultats. Ce que veut un apprenant, c'est voir tout de suite où il en est. Après, il veut savoir pourquoi il en est là, mais il veut avoir une vision immédiate. Donc l'outil le plus simple est en général celui qui fonctionne le mieux. La deuxième leçon qui est arrivée de ça, c'est qu'on a parlé d'apprentissage avec les pairs, on a parlé aussi d'évaluation par les pairs, parce qu'on fait beaucoup avec des outils sous Moodle, etc. Mais on a également des étudiants qui, par ces moyens-là, avaient la possibilité de se comparer avec leurs pairs. Eh bien, le fait de se comparer avec leurs pairs est quelque chose qui les a aidés dans leur apprentissage. Et en particulier, ils ont eu 2 fois plus de chances d'obtenir un succès quand ils faisaient ce genre de choses que quand ils ne le faisaient pas. Et puis, on parle de motivation, d'engagement. Il y en a qui ne sont pas forcément ceux qu'on a imaginés au départ, mais c'est une étude sur les étudiants de première année d'une université qui s'appelle Nottingham Trent. 27% des étudiants disent avoir changé leur comportement en réponse aux indications du tableau de bord. C'est un tableau de bord très simple, en particulier eh bien, parce que le fait de voir qu'on avait des résultats qui n'étaient pas exactement ce qui était attendu les a motivés à travailler davantage, en particulier en leur montrant qu'il fallait travailler davantage, que ce qui était obtenu pour l'instant n'était pas suffisant. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'un certain nombre d'élèves ont pris ça aussi comme un jeu vidéo. C'est une forme de gamification. Et simplement, ils voulaient avoir le score le plus élevé possible, sachant que ce score est un score relativement complexe. On peut améliorer de plein de façons, donc ils ont travaillé autour de ça. Alors, je vais en venir maintenant au projet IFRAN Metal, qui est un projet autour des Learning Analytics qui est mené dans l'Académie Nancy-Metz, en partenariat donc, entre la DAN, un certain nombre de collèges, les conseils départementaux, la région Grand Est et bien entendu différents laboratoires de recherche, parmi lesquels il y a bien sûr le lauréat, mais il y a aussi le LISEC, qui est le laboratoire de sciences de l'éducation, et puis il y a aussi un laboratoire d'ergonomie cognitive, etc. Donc, juste pour vous donner une idée de ce projet, eh bien, vous n'entendez rien. Si? Boy, budge, feast, chip, chops, coat. Alors, l'objectif de ce projet est de réaliser un certain nombre d'outils au service de l'apprentissage des langues d'une partie et des disciplines plus globalement d'un autre côté. Donc, en particulier, eh bien, autour de l'apprentissage des langues, il y a le développement de cet outil dont vous voyez une simulation ici, qui est un outil d'aide à l'apprentissage de la prononciation d'une langue étrangère.
L'idée, c'est de se dire, eh bien, c'est aussi par l'écoute et la répétition régulière et d'un certain nombre de mots, de sons, de phrases, etc., qu'on peut améliorer sa prononciation. Mais pour ça, eh bien, on ne peut pas avoir chacun un professeur individuel. Donc l'idée, c'est d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle autour de la tête parlante ici et de modéliser l'apprentissage, enfin, la prononciation d'une langue étrangère, en particulier ici l'allemand pour même si je vous ai montré une simulation en anglais, il y a aussi des travaux en anglais, mais dans Métal, on profite de la proximité géographique et donc c'est la prononciation de l'allemand pour les élèves français et du français pour les élèves allemands. Donc l'idée, c'est de faire prononcer à ce professeur un certain nombre de phrases à titre d'exemple, avec, comme vous le voyez, la prononciation derrière, vous voyez les différents organes phonatoires avec une manière très précise. Il faut savoir que c'est réalisé, cette modélisation, à partir de la captation sur des plateformes, une plateforme à peu près unique en Europe sur ce sujet-là, qui permet de capter exactement tous les mouvements des organes phonatoires lorsque ces phrases sont prononcées en contexte par des acteurs natifs de la langue. Ce qui permet d'avoir une modélisation très fine et ce qui explique qu'on ne peut pas faire ça pour toutes les langues dans un seul projet. À partir de ça, eh bien, d'un certain nombre d'exercices sont proposés à l'élève en lui demandant de prononcer un certain nombre de séquences de mots qui lui sont proposées. Donc il les prononce face à cette tête parlante qui va écouter ce qui a été dit et analyser ce qui a été dit. Et avoir deux possibilités de résultats, soit la prononciation est correcte et on peut passer aux exercices suivants, soit la prononciation n'est pas correcte et là on ne sait pas pourquoi. Elle n'est pas correcte pour deux raisons possibles. La première, c'est que l'apprenant l'a mal prononcé, donc il va falloir le remettre en situation de corriger les fautes de prononciation qu'il a commises, soit tout simplement parce qu'on est dans le système de la reconnaissance de la parole, en plus pour des voix qui sont des voix jeunes ou en train de muer, donc avec toutes les incertitudes qui sont liées à ces systèmes-là. Et donc on ne peut pas en déduire si l'erreur est due au système ou à l'apprenant qui a mal prononcé. Donc le but de ce système d'apprentissage, c'est de régénérer dans d'autres contextes des mêmes sons à prononcer, de manière à déterminer si l'erreur est de nouveau identifiée, ou au contraire, si tout s'est bien passé. Donc ça, eh bien, ça génère un certain nombre de traces qui vont pouvoir être analysées et qui vont permettre de déterminer les exercices en fonction des capacités de l'apprenant, ce qu'il réussit bien à faire, ou au contraire ce qu'il n'arrive pas à faire, et qui va permettre aussi régulièrement de revalider eh bien, que ce qu'on a constaté comme étant bien appris est une réalité. La deuxième chose, eh bien, c'est la réalisation d'un exerciceur semi-automatique de la grammaire écrite du français. Cette fois-ci, on travaille sur une équipe de traitement automatique des langues naturelles qui est en train de générer un système capable de produire des exercices en fonction d'un objectif pédagogique qui a été défini par l'enseignant. À partir de là, même chose, ça peut être utilisé aussi en autonomie, capture de traces, analyse des traces et définition des exercices qui permettent, ou des rappels, qui vont permettre à l'apprenant d'aller vers l'objectif qui a été fixé. Donc ça, ce sont les outils autour de l'apprentissage des langues. Et vous le voyez, analyse des traces, etc. Et autour de tout ça, eh bien, sont menés aussi des travaux pour définir un certain nombre d'outils d'analyse des traces, de learning analytics, qui vont pouvoir être utilisés dans toutes les disciplines qui peuvent en avoir besoin. Donc en particulier, eh bien, sont mis en place, notamment Michel Drexler qui est là pourra en témoigner, depuis la semaine dernière, un certain nombre d'ateliers qui vont se reproduire sur la co-construction avec des enseignants, de manière à définir eh bien, quels seraient les outils qui leur paraissent pertinents d'avoir, de manière à avoir tout de suite, à partir des données disponibles, une meilleure vision de leurs élèves. Donc c'est un travail qui est mené, je tiens à remercier là tous les collèges qui nous accompagnent, et en tout cas leurs responsables et les enseignants qui se sont associés, parce que ce travail est important. L'outil qui est construit n'est pas un outil qu'on va prendre et qu'on va plaquer comme ça, c'est un outil qu'on construit ensemble de manière à ce qu'il serve le mieux les attentes de chacun. Et cet outil-là, eh bien, pour le construire, on va regarder de multiples choses qui peuvent être imaginées, construites, existantes, sur des prédicateurs de réussite, sur des outils en tout genre. Et ces outils-là, eh bien, on va les analyser, les critiquer, pour retenir ceux qu'il serait pertinent d'avoir. De la même manière, on va travailler sur un baromètre éducatif de l'apprenant, de manière, comme je peux vous montrer, qu'on a
beaucoup de sportifs, en tout cas, ont une montre qui leur donne un tas d'informations en direct sur le nombre de pas qu'ils ont fait aujourd'hui, s'ils ont consommé des calories, s'ils ont plus ou moins marché que les autres, que ski, etc., etc. Eh bien, on envisage d'avoir... Vous voyez tout de suite que je ne suis pas une grande sportive, parce que ma montre, en dehors du temps qui passe, ne vous donne pas grand-chose. Eh bien, vous pouvez avoir d'un outil, l'idée, c'est d'avoir un outil du même type qui va permettre à l'apprenant de situer par rapport aux objectifs en cours, est-ce qu'il se situe bien, est-ce qu'il a ce qu'il faut, etc. Et ce travail de co-construction est mené cette fois-ci avec des élèves. Donc je crois que c'est au mois d'avril que les réunions sont prévues, si je ne me trompe pas, avec des enseignants, bien sûr, parce que c'est un outil qu'on va mettre entre les mains des élèves, mais on va le faire, bien sûr, en accord et en concertation avec les enseignants qui vont nous aider, nous guider sur la manière de concevoir cet outil-là. Et puis, bien sûr, les parents d'élèves et les institutions qui sont des partenaires importants. S'il vous plaît. Oui. Dans les points verts et rouges que vous avez au milieu, c'est bien pour chaque séance, l'enseignant qui... C'est l'enseignant ne décrit rien. Il n'est pas obligé d'écrire, on récupère là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout ce qui existe comme données. Et ces points-là sont calculés en fonction de l'activité qu'on peut estimer de l'élève. Donc c'est en forme de pouls, si vous voulez. Donc plus c'est vert et plus c'est important, plus ça veut dire qu'il est actif, qu'il réussit l'activité, etc. Donc ça vient... Pardon, allez-y, je vous... Alors, c'est pas forcément bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. On travaille sur des données simulées, et on travaille sur parce qu'on a collecté des données, et après on essaye de regarder d'un point de vue recherche ce que ça peut donner de manière à faire de la prédiction. Et ça, c'est la génération qu'on a faite du pire cas, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on constate qu'un élève qui va bien, ça va plus, etc. La réalité, elle est heureusement pas celle-là. En général, l'objectif d'abord, c'est la remontée, de tout le monde, et puis en général quand même ce qui se passe c'est ce genre de choses. Ça c'était juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe. Juste pour vous dire, alors c'est une université à distance du Royaume-Uni, au bout de 15 jours après la rentrée, en première année, ils ont un prédicteur à plus de 90% du nombre des étudiants qui vont réussir ou échouer à la fin du premier semestre. Simplement avec des études de ce type-là. Donc le travail de regarder où on en est, de prédire l'avenir est une chose, mais ce que vous avez indiqué et qui est important, c'est comment on peut faire en sorte que ces gens qui sont à point rouge remontent vers des points verts. Et c'est ça l'objectif. Je vais passer des visualisateurs, il y en a plein, c'est justement aussi là-dessus que l'on travaille. Il y a la possibilité d'avoir des baromètres de ce type-là avec des jauges, il y a la possibilité d'avoir donc les fameux pouls, il y a la possibilité d'avoir des cartes de ce type-là, etc. Je vais juste mettre quand même quelques points d'attention. Le premier point d'attention, c'est d'éviter les effets secondaires. C'est-à-dire qu'on va mettre des outils qui sont censés améliorer, etc., qu'on a conçus ensemble et tout. Il faut quand même veiller à ce qu'un certain nombre d'effets secondaires ne se produisent pas. La première, c'est la surcharge informationnelle. Si vous êtes bombardé en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève d'informations à tout moment, eh bien c'est contre-productif. La deuxième chose qu'il faut éviter, et effectivement ça n'est pas le cas, c'est l'impression de surveillance. C'est-à-dire l'impression de l'élève qu'on est continuellement en train d'observer ce qu'il est en train de faire et que cette information, on va éventuellement la donner à son enseignant alors que des fois il aimerait autant qu'il ne le sache pas. Donc ça, par exemple, c'est un travail que j'ai avec des groupes d'étudiants dans mon université qui veulent absolument avoir ce genre de choses parce qu'ils ont besoin de se situer par rapport à leur pairs, par rapport aux objectifs, par rapport à leur propre volonté de réussite, etc. Mais qui ont cette peur que les informations ne soient transmises à un moment à l'institution et aux profs et d'être en fait surveillés à tout moment, y compris quand ils essayent un certain nombre de choses. Le deuxième point, c'est que le concept de taille unique ne s'applique pas. Les learning analytics, il n'y a pas un outil général qui va plaire à tout le monde et qui va répondre à tous les objectifs. On est vraiment dans l'objectif d'une boîte à outils, où il y aura de tas de petits outils qui vont permettre à chacun d'aller piocher ce dont il a besoin, ce qu'il estime nécessaire et ce qu'il estime pertinent par rapport, quand il est enseignant, à sa propre pédagogie. Et puis il y a un concept qui se développe,
On a maintenant des traces, commence à avoir des moyens de les analyser. Et est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le faire? Eh bien, il y a un concept qui est né dans un certain nombre de pays, qui est la non-assistance à élèves en danger. Et avec un certain nombre de gens qui disent, eh bien, ne pas accompagner quand on veut, ça vient de mouvements d'élèves, eh bien, c'est terrible. Alors, c'est une question totalement ouverte, c'était juste pour annoncer. Alors, dans ce projet IFRAN, on développe ces outils, on les co-construit, mais derrière, il y a des algorithmes. Alors, la partie algorithmique, c'est la partie dont mon équipe s'occupe en propre. Alors, je voulais juste vous donner une idée de ce que ça veut dire, et j'ai essayé de représenter ça sous la forme d'un jeu que je pense tout le monde connaît, qui est Où est Charlie? Donc je vous rappelle, l'objectif de Où est Charlie, c'est que vous avez une image, là vous n'en avez qu'un petit extrait, et puis vous devez trouver un petit personnage qui s'appelle Charlie, donc vous avez l'image, et vous devez trouver Où est Charlie. Alors si vous cherchez Où est Charlie, je ne sais pas si vous l'avez identifié, voilà, Charlie il est là-haut. Eh bien, le problème qu'on est en train de résoudre s'apparente à trouver Où est Charlie. Alors vous avez vu, vous avez très rapidement trouvé Où est Charlie. Simplement imaginez que le problème qu'on est en train de résoudre, eh bien il est le suivant. Le premier, c'est que des personnages qui ressemblent à Charlie, eh bien il y en a un certain nombre. Et pourtant, si Charlie est potentiellement un élève à risque, eh bien ceux qui sont entourés en blanc, qui lui ressemblent très fortement, ne le sont peut-être pas du tout. Donc comment construire cette différenciation entre les deux quand on a eh bien, finalement fort peu d'indices? La deuxième information que je voulais partager avec vous à propos de la difficulté de ces algorithmes, c'est qu'ici, on a une image bien claire de qui est Charlie. Vous l'avez vu, vous l'avez identifié. Charlie, c'est ce petit personnage-là. Maintenant, la réalité, avec des traces, on n'a pas l'image de Charlie. Tout ce qu'on sait, c'est une description de Charlie en termes bien de réalisation d'objectifs, de choses, etc. Donc ce que l'on a, c'est un problème plus complexe, puisque ça n'est pas une image, mais une description, des fois très abstraite, de ce que l'on est en train de chercher dans cette image. Et puis pour dire que le problème est encore un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est que nous, on ne cherche pas Charlie dans une image bien dessinée, on cherche Charlie dans un ensemble d'ombres qui ont un certain nombre de caractéristiques. En fait, on cherche Charlie parmi des silhouettes pour lesquelles on a un certain nombre d'informations obtenues à partir de traces, mais rien de plus précis. Donc, à partir de ces silhouettes très floues des différents personnages qui composent la scène, on doit identifier un personnage dont on a une description approximative et très abstraite, en ayant pour obligation, bien sûr, de ne pas le confondre avec des personnes ressemblantes, mais qui ne seraient pas lui. Donc cette difficulté algorithmique, elle est très forte. Alors, je vais conclure ma présentation par un certain nombre de questions, donc en revenant en particulier sur des questions éthiques. La première, et le premier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'on fait de l'analyse automatique des traces avec les Learning Analytics dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. C'est qu'on ne fait que analyser ce qui est dans le focus de la lumière. Tout ce qui est à côté, qui n'est pas capté par des traces, que ces traces soient éventuellement rentrées par un enseignant, par d'autres élèves ou générées automatiquement, on ne le voit pas. Donc ce que l'on va observer, c'est ce qui est présent et observable au travers de ces traces, c'est-à-dire une vision excessivement appauvrie de la réalité. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'au cœur de tout ça, l'éthique est un point particulièrement important. On travaille sur des données, et on travaille sur des données sensibles, puisqu'on travaille sur des données qui représentent l'élève au cours du temps ou l'étudiant dans son parcours universitaire. Et il y a une sensibilité très forte. Alors bien sûr, il y a toutes les questions normales et réglementaires sur les données, mais on touche là, quand on discute, on le voit, quelque chose de très sensible. C'est-à-dire que les élèves, comme les parents, quand on parle avec eux, nous disent « mais attention, combien de temps ça va rester? Est-ce que ça va suivre mon fils ou ma fille tout au long de sa vie? Qu'est-ce que ça va donner ?» Donc toutes ces questions-là, qui est propriétaire des données, combien de temps on les garde, à qui on peut les montrer, etc., sont des questions excessivement importantes qui n'ont pas encore été totalement répondues. Enfin, même qui n'ont été que très partiellement abordées. Le problème de la transparence algorithmique, je reviens dessus, c'est un problème très important.
C'est un problème particulièrement important parce que si on vous donne, par exemple, jamais on va sortir ici des feux rouges, des feux verts ou des feux oranges dans le projet métal, je vous rassure tout de suite, parce que ça a quelque chose d'abord de très simpliste, ce qui n'est pas forcément un problème, mais c'est quelque chose aussi qui n'est absolument pas transparent. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes rouge en vert ou en jaune. Et en plus, parce que ça n'est pas bienveillant, nous on parle aussi d'algorithmique bienveillante, c'est notre vision, où nos algorithmes sont censés apporter du positif à l'aide à la décision et jamais de la stigmatisation, c'est-à-dire dans l'aide à la décision. Donc une forme de ce qu'on appelle de bienveillance algorithmique et puis de traçabilité. Vous avez des données. À un moment, vous acceptez de les partager, mais vous pouvez avoir envie de savoir à quoi vos données vont servir. Elles vont vous servir vous, ça va très bien, mais elles peuvent servir à d'autres choses. Et vous avez besoin d'avoir une forme de traçabilité. Comme on a des labels bio, quand vous achetez quelque chose, de la viande dans un supermarché, vous savez exactement toute la chaîne d'où ça vient. Et bien pour vos données, il faudrait qu'il y ait le même principe de traçabilité. Donc un des champs aussi qui est ouvert dans le projet Métal, c'est ce travail sur la traçabilité, donc une charte éthique, une forme de label et des mécanismes informatiques que je vais vous épargner pour essayer de voir cette traçabilité des données. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, et en tout cas il ne reste plus, je l'espère bientôt, qu'à appuyer sur la touche marathon automatique pour gagner nos courses. Oui, pardon. D'abord, si je peux me permettre, je suis séduit par votre exposé. Merci beaucoup. Je le trouve vraiment remarquable. Je crois en plus avoir compris. Non, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. C'est pour ça que je suis prudent, je ne vais pas avoir compris. Vous avez parlé de traces. Alors, je connais bien le système universitaire, mais trop bien. Et donc, j'allais juste vous poser la question, vous avez juste anticipé en parlant de traces. Ça veut dire que ce qui se trouve hors traces, c'est entre autres la manière d'évaluer des enseignants. C'est-à-dire que ce système, je pense qu'il aurait toute sa cohérence si, au niveau des évaluations, il y avait une évaluation aussi par numérique. C'est-à-dire vous sachiez exactement comment les choses vont être évaluées, sans piège, enfin de manière... Mais compte tenu de l'environnement, malheureusement, quel mot employer, je vais rester calme, démoralisant à l'université. Il ne s'arrête pas de dire que les élèves qui arrivent à l'université n'ont pas le niveau, il faut un effort pour les tirer, et il y a cette maudite constante macabre que l'on retrouve, enfin ça ressort de partout, il y a plein d'échecs en première année, etc. Ça complique votre système que je trouve tout à fait remarquable. Et l'exposé, n'en parlons pas. Non mais je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que vous allez, pour la fin de votre exposé, vous allez essayer de prédire, de dire voilà, il a tant de chances de réussite, tant de choses d'échec, mais ça part tellement dans tous les sens. Si on laisse les enseignants poser leur évaluation avec toutes les dérives que l'on connaît, en conclusion, ce serait vraiment mieux si, au niveau de l'évaluation, les critères de réussite ou d'échec étaient eux aussi informatisés. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, je pense que je peux répondre sans micro. Comme ça, on va capter. Ah, on capte. Merci pour les traces. Non mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai dit que ce qu'on captait n'était qu'une vision très très appauvrie de la réalité. Et vraiment, donc pour parler du monde universitaire, il y a un projet similaire qui a été retenu, et il y a un travail de fond avec les enseignants qui sont volontaires pour l'instant sur ce projet. On travaille essentiellement sur le L1, l'arrivée dans des filières sous tension, comme on dit, à très fort effectif, et à voir comment on peut accompagner éventuellement les élèves, les étudiants, et ne pas être simplement ça va être réussite ou pas. C'est-à-dire qu'on va décrire, comme vous le dites, eh bien, qu'est-ce que doit être l'évaluation à la fin avec l'enseignant, qu'est-ce qu'il va attendre de ça. Mais c'est un très gros travail.
vous l'imaginez, moi, je pense que vous voyez. Donc pour les expérimentations, on peut faire un certain nombre de ce genre de choses, mais pour les autres, on va travailler sur le passé. C'est-à-dire qu'on a des traces de cette année, mais on a des traces de l'année précédente et des traces de l'année d'avant, etc. Et ce qu'on va essayer de regarder, c'est si on peut trouver des motifs, c'est-à-dire des façons de travailler, de résultats intermédiaires, d'actions, etc., sur ce même module qui peuvent nous éclairer pour l'année en cours. Je ne sais pas si ma réponse correspond. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apprendre du passé des années qui sont terminées, et quand ça existe et qu'il y a les modules, on va récupérer toutes ces traces et on va essayer de modéliser ça. Parce qu'on sait très bien qu'on ne l'aura pas complètement autrement. Amener les étudiants aussi, parce que je vais revenir, je viens de l'Université de Lorraine qui est plus que proche, puisqu'on est à côté. On a des élèves, des étudiants qui nous arrivent, on met plein de choses à leur disposition sur des plateformes, plein d'outils. Moi j'enseigne essentiellement en Highland justement pour travailler avec les étudiants sur ces questions-là. Et on leur dit, mais allez voir, il y a la ressource, il y a des quiz supplémentaires, il y a des tas de choses. Puis on voit qu'il y a tout un ensemble d'élèves qui n'y va pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que ça peut leur apporter, ils ne sont pas conscients, c'est une difficulté supplémentaire, le monde en arrivant à l'université est déjà tellement compliqué qu'en plus cette question-là, comme on ne les accompagne pas, etc. Le fait d'avoir comme ça des petites évaluations, la curiosité d'aller les voir, eh bien c'est un moyen aussi de les amener sur ces plateformes et de les amener à travailler sur les ressources et à participer, etc. Puis je vais parler de projets qui ne sont pas dans IFRA ni autour de ça, sur l'évaluation. On travaille aussi avec d'autres sources de traces, avec des oculomètres par exemple, c'est-à-dire qu'on équipe les apprenants de lunettes, qu'on les met devant le site et on regarde comment ils répondent. Et il y a des travaux qui sont faits, on regarde comment ils répondent. Quand ils répondent à des tests, eh bien, est-ce qu'on peut, à l'aide de ces informations supplémentaires qui sont captées au travers de la souris et de l'oculomètre, essayer de prédire si quand ils ont répondu, ils avaient confiance en eux au moment où ils ont répondu, c'est-à-dire qu'a priori, ils étaient confiants dans la réponse qu'ils donnaient, parce que si elle est fausse, c'est plus inquiétant que s'ils hésitaient. Et puis de la même façon, est-ce qu'ils manquaient de confiance quand ils ont répondu juste à une question? Parce que c'est aussi une information qui veut dire que c'était pas complètement bien acquis, etc. Donc il y a des tas d'autres travaux qui viennent se greffer là-dessus. On est vraiment tout au début. Les Learning Analytics, c'est 2012, là, vraiment quand on commence à en parler vraiment. Une dernière question peut-être? Quelqu'un? Oui? Oui? Je vais faire juste très vite, parce que j'ai aussi une montre connectée à mon poignet. Et comme beaucoup de gens, au départ, on est très accro à cela. On va tous les jours regarder combien de temps on a dormi, combien de calories on a brûlé, combien de pas on a fait. Et puis, au bout d'un moment, il y a une lassitude qui s'installe peut-être et on se décroche de ces outils, gadgets. Oui. Voilà. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez un recul sur l'effet gadget que pourrait avoir pour les étudiants ce type d'analyse? Est-ce qu'ils vont de façon peut-être moins en moins régulière? Alors, je peux malheureusement pas vous répondre à cette question parce qu'il n'y a pas encore de recul suffisant là-dessus, sachant que par rapport aux études que je vous ai montrées, c'était un accès via les LMS et non pas via les montres connectées, donc je ne sais pas l'impact de la montre connectée par rapport au reste. Mais les élèves ressentent au bout d'un moment qu'il y a un bénéfice à aller voir. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça les aide, que ça les accompagne, enfin en tout cas dans les interviews qui sont faites, c'est ce qu'ils restituent, et donc ils ont une motivation à aller le voir. C'est-à-dire que c'est plutôt un effet inverse au début, bon on leur montre un truc, le prof il a dit ça en plus, bon, voilà. Et puis ils vont petit à petit et ils voient que quand ils y vont, d'abord ça les aide, ça les accompagne, et puis que petit à petit, donc ça devient un outil presque transparent pour eux. Ils l'ont et ils ne l'ont. En tout cas, c'est ce qui remonte des interviews. Merci beaucoup. Donc, on arrive au terme de